Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Tu es nouveau sur la page, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Ici, on raconte uniquement les histoires mystiques, pas les histoires d'amour. Ici, c'est les histoires de sorcellerie. Félicitations pour le tournage du court-métrage. Merci. On a déjà commencé à tourner. Bientôt, ça arrive. C'est une dinguerie. Allô? Ça va? Bien, et toi? Ça va, merci. Bon, vu que je voyais que personne voulait monter, je vais venir raconter mon histoire. Alors, je vais raconter mon histoire quand je suis arrivée en France parce que je suis d'origine des Dom-Tom. Et j'habitais en colocation. Et il s'avère qu'un jour, j'étais toute seule dans l'appartement. Et j'étais dans ma salle de bain, il me semble. Et j'ai senti un parfum. Un parfum que je n'avais jamais senti dans cette maison. Je me suis dit, mais le parfum là sort d'où? Alors que j'étais seule, hein, il n'y avait que moi. Je me suis dit, bon, laisse tomber, vas-y, je me suis douchée, je suis partie dormir. En allant dormir dans ma chambre, je sens un poids sur mon dos. Je ne pouvais plus bouger. Le truc là était tellement lourd, je suis restée comme ça peut-être pendant 2 jours, 2-3 jours. Je faisais que boire de l'eau et j'avais des chips dans ma chambre. Et vu que j'étais allongée, je faisais que tendre la main et prendre des chips pour mettre dans la bouche. Mais j'étais tellement fatiguée. Je pouvais appeler personne. J'étais seule. Il y avait pas, mon colocataire n'était pas là. Personne pour me sauver. Moi et Dieu. J'ai récité peut-être toutes les prières que je connaissais. Jusqu'à j'ai pleuré. J'ai pleuré. Et au bout du 3e jour, en fait, ce poids-là est parti. C'est là où j'ai pu appeler ma maman et tout pour lui raconter l'histoire. Ma mère, elle m'a dit que c'était un... Alors chez nous, on appelle ça des djinns. Donc c'était un djinn qui s'est mis sur moi. Pourquoi, je ne sais pas. Mais plus tard, bien peut-être 2 ans après, en fait, on sait ce qui s'est passé. En gros, on m'a expliqué qu'on m'avait fait de la sorcellerie. Et que ces trucs bizarres, ces manifestations que je voyais, c'était dû à ça. C'est vrai que ça, je raconte juste cette petite histoire-là, mais il y a eu beaucoup plus grave, mais je pense que je la raconterai pour une autre fois, puisque c'est un peu traumatisant ce qui s'est passé après. Voilà, en tout cas, je te remercie. Merci beaucoup, Athéa. Dans les commentaires. Dans les commentaires. Oui, bonjour. Bonsoir. Je vous suis depuis maintenant 3 mois et je suis vraiment très fan de vos histoires parce que ayant vécu moi-même des expériences un peu bizarres, j'ai commencé à m'intéresser un peu au paranormal parce que je me suis dit c'est trop bizarre et puis du coup voilà. Je vais vous raconter mon histoire de 2021. Donc en 2021, je suis partie en Côte d'Ivoire. Donc moi je suis née en France, j'ai grandi à Paris, j'habite à Genève. Et je suis partie en Côte d'Ivoire pour investir. Et quand je suis partie en Côte d'Ivoire pour investir, j'avais envoyé de l'argent à un de mes cousins pour faire un pont DVA. Et moi je suis dans l'immobilier. Et du coup, je lui avais dit, je serai en Côte d'Ivoire en février 2021. Donc, je lui avais donné de l'argent pour faire le pont, il avait fait le pont et tout ça, et il gérait mon pont. Et en fait, quand je suis arrivée, quand j'ai pris le vol pour partir en Côte d'Ivoire, j'ai commencé, dès qu'ils ont dit « Bienvenue à l'aéroport d'Houphouët-Boigny », j'ai commencé à avoir du flou dans mes yeux. Je voyais plus. Pourtant, j'étais à côté d'une petite fille, j'étais en train de dessiner un dessin, je voyais clairement, mais dès que je suis arrivée à l'aéroport, flou dans mes yeux. Moi, comme je suis têtue, je me suis dit, bon, c'est pas très grave et tout et tout. Donc, j'ai continué et tout, je suis allée séjourner à l'hôtel Ivoire et tout. Et puis, du coup, j'étais prête pour faire mes affaires parce que je devais construire... je devais construire. Donc, à un moment, dès que je vais sur mon terrain et tout, pour vouloir construire, je commence à me sentir pas bien. Je commence à me sentir pas bien, j'ai des maux de tête, je commence à vomir,
euh, vraiment très très mal. Donc je rentre et tout, et je me dis non mais là je me sens pas très bien. Donc je vais à l'hôpital. À l'époque, à l'hôpital en face, c'était de l'hôtel Ivoire, il y a un hôpital qui s'appelle l'hôpital de Blocos. Donc je vais, premier temps, dans cet hôpital et tout, je dis je me sens pas bien et tout. Il me dit ah mais c'est un palu. Il me donne les médicaments de palu, mais je vomis et je vais vraiment pas bien. À un moment, je suis couchée et je sens mon corps qui se lève et que je fais comme une sortie du corps. J'allais vraiment pas bien. Donc je repars à l'hôpital et tout. Je dis non, ça va pas et tout. Je me sens vraiment pas bien. Donc ils font des analyses et ils me disent madame, votre foie il est atteint. Là, c'est comme si en fait ça fait 8 ans ou 10 ans que vous avez l'hépatite A, B, C, D virale et en fait votre foie il est mort. Là, nous on peut rien faire pour vous, vous allez mourir. On vous laisse même pas 3 mois, vous allez mourir. Nous, on sait pas guérir, ça se guérit pas, c'est mort et tout. Et moi j'étais là, je disais, je voulais pas vraiment. Je voulais vraiment pas accepter. Vous voyez, je dis non, c'est pas vrai et tout. Ils m'ont dit non, mais nous on peut rien faire. Allez au plus grand hôpital à Pisa. Donc je vais à l'hôpital à Pisa et tout. Je fais les mêmes analyses et tout. Ils me disent non, vous avez l'hépatite A, B, C, D virale. Je dis mais je bois pas d'alcool. Je bois pas d'alcool. C'est impossible. Je sais pas. J'étais bien avant. J'avais rien. Et tout, et là, vous me dites que je vais mourir et que j'ai ça. Et tout, ils ont dit, ouais, nous, on peut rien faire et tout. Et j'ai dit, ben, je vais essayer d'être rapatriée et tout. Ils ont dit, non, mais là, votre état, il va s'aggraver et tout. Le temps que vous faites les démarches, ça se trouve, vous allez mourir bientôt. J'ai dit, j'ai dépensé 7 millions pour me dire que je vais mourir là, que vous valez rien, que je vais mourir ici. Et puis, je le prenais à la rigolade, quoi. Et puis, les jours, ils m'ont hospitalisée et tout. Et après 2 mois, ils ont dit non. Ils comprennent pas pourquoi je suis toujours là, mais qu'il faut que je rentre, en fait. Il faut que je sorte de l'hôpital. Et du coup, j'ai pris un appartement pas loin de l'hôtel Ivoire. Et je suis restée là et tout. Et il y avait une jeune fille qui travaillait au maquis, avec qui j'avais sympathisé, qui restait avec moi et tout. Parce qu'il faut voir que quand je suis partie en Côte d'Ivoire, j'avais pas dit à quelqu'un à part mon cousin et mon oncle, tu vois. Et du coup, elle restait avec moi et tout. Elle s'occupait de moi, elle me lavait, elle me portait et tout. Elle était vraiment comme une sœur pour moi. Et j'avais même pas dit à mes parents ce qui m'arrivait. Du coup, on était là dans la maladie, la maladie. Je vomissais, j'avais les yeux jaunes, les lèvres vertes, bleues. Je commençais à maigrir, j'étais vraiment devenue... Vraiment, on me voyait, on me disait, elle va mourir. Et puis, j'appelle mon cousin qui a le pont, je lui dis, mais mon pont et tout, les papiers de mon pont et tout, et tu peux me les donner et tout. Il commence à me raconter des histoires sur des histoires. J'étais tellement fâchée et tout que malgré dans ma maladie, là, je sais pas qu'est-ce qui m'a poussée, quelle force j'ai eue. J'ai dit, je vais prendre le car, je vais aller à Soubré là-bas pour voir qu'est-ce qui se passe avec mon pont. Me voici maintenant dans ma maladie, très inconsciente. Je vais prendre le car, ils me regardent, ils me disent, ah madame, vous pouvez pas prendre le car comme ça, là, regardez votre état et tout. Nous, on peut pas. Si vous mourrez ici, c'est pas possible, hein. On peut pas. J'ai dit, s'il vous plaît, je vous en supplie et tout. Je dois régler un problème et tout, et tout. Et du coup, le chauffeur, il me laisse rentrer. Quand je suis assise à côté d'une dame. Elle me regarde. Elle me regarde jusqu'à... Elle me dit, mais ma fille, qu'est-ce que vous avez ? Je dis non, je me sens pas très bien, mais ça va et tout. Elle me dit, mais là, c'est pas que ça, vous vous sentez pas bien, là, vous êtes vraiment malade, ça se voit et tout. Je connais un guérisseur et tout, il pourra vous guérir parce qu'il a guéri mon frère et tout. Je dis, ah non, moi, je crois pas à vos histoires, là. Hein. Les guérisseurs, tout ça, c'est des charlatans, ils vont prendre l'argent des gens. Ça se trouve, ils prennent quelque chose en vous. Non, moi, vos histoires, là, je suis pas du tout d'accord avec ça.
Elle me dit, vous êtes sûre et tout, mais vous êtes à quel hôtel? Je dis, ouais, je serai à l'hôtel Haute-Ivoire et tout à Soubry. Elle me dit, ok, d'accord. Est-ce que je peux avoir votre numéro de téléphone et tout? J'ai dit, non, moi, je donne pas mon numéro de téléphone. Et puis, je suis à l'hôtel comme ça, et 4 jours après que je suis à l'hôtel, il y a la réception qui m'appelle, qui dit, oui, il y a quelqu'un pour vous à la réception. J'ai dit, aïe, j'ai personne ici et tout. Personne ne sait que je suis là. Et c'est la dame qui est là, avec le monsieur en question. Elle me dit, oui, c'est le monsieur qui est là. Je l'ai emmené parce que vraiment, quand je vous ai vu, j'ai eu pitié de vous et tout et tout. Donc, est-ce que vous voulez, il va vous faire la consultation? J'ai dit, non, moi, je fais pas ça, je suis désolée. Je fais pas de consultation. Il dit non, mais écoutez, moi j'ai appris ça en Algérie, je me suis formée en Algérie, vous allez rien payer, ça n'engage à rien. Je vais juste vous dire ce que je vois, et puis vraiment, si vous voulez, moi je vous force pas et tout. Il forçait. Du coup, j'ai dit bon, on va essayer. Bon, de toute façon, j'ai rien à perdre. Il fait la consultation. Il dit, eh ben, dis donc. Il dit, ce que je vois là, c'est incroyable. Parce que là, en fait, vous êtes comme déjà morte, vous. J'ai dit, mais comment ça? Il dit, mais en fait, on vous a jeté un sort. C'est de 2 côtés de la famille. Ils vous ont jeté un sort. Et ce que je vois, c'est comme si, en fait, ils vous ont jeté le sort d'hépatite. Et ils vous ont jeté un sort à la tête. Et c'est pour ça qu'à la tête, vu que vous avez un sort de la tête, ça tape sur vos yeux. C'est pour ça que vous voyez pas très bien. Pourtant, quand on me voit, on voit pas que je vois pas très bien. Et je le regarde et tout. Il dit oui, il faudra faire un sacrifice. On va tuer un bœuf et tout. Et voilà. Et j'ai dit non, moi tuer les animaux, tout ça, moi ça me dérange. Je me vois pas tuer un bœuf. Non, mais en fait on va le partager. C'est comme un sacrifice, mais on va partager ça et tout. J'ai dit non, moi ça me va pas. Mais merci en tout cas de m'avoir dit ça et tout. Il y a pas de souci. Quand je suis rentrée, et il faut savoir que je suis allée à Soubry là pour mon pont et j'ai vu que mon cousin en fait il me l'avait fait à l'envers. Il avait changé tous les papiers pour mettre ça à son nom et il voulait pas me rendre mon pont. Quand je venais sur le pont, mes pieds gonflaient. Il a dit oui, tu récupéreras pas ton pont et tout. Tu vas pas récupérer ton pont. Le pont c'est moi qui l'ai construit, c'est mon pont et tout. Je dis, dès que j'arrivais sur le pont, déjà mes pieds gonflaient, alors ça me gonflait encore plus. C'était incroyable. Quand ils ont dit oui, on vous a jeté un sort et tout, parce que vous venez investir et puis vous avez investi sur des choses et les gens, ils veulent vous voler vos biens et tout comme ça là. Quand je suis rentrée, j'ai dit à celle... L'audio. Je suis rentrée. Oui, c'était l'audio. Quand je suis rentrée, j'ai expliqué ça à celle qui me lavait, qui s'occupait de moi quand j'étais à l'Ivoire là-bas là. Je lui ai dit, écoute, voilà ce qu'on m'a dit et tout et tout. Tu sais quoi, on va se lever à 3h du matin. On va prier. Elle me dit, ah bon, ils t'ont dit ça et tout, tu crois vraiment ce charlatan là et tout? Je dis, je sais pas. Mais si c'est vraiment ce qu'il m'a dit, levons-nous à 3h du matin, on va prier. Levons-nous à 3h du matin, on va prier. C'est là, nous voici, on se lève à 3h du matin. Vous savez, prière de 3h du matin sur YouTube là, il y a un truc, ça dure longtemps comme ça. C'est presque 2 heures de temps. J'ai mis YouTube, prière de 3h du matin. Ça a commencé à faire la prière. On a commencé à prier. Et puis moi aussi, je prie aussi dans mon cœur. Dès qu'on a commencé à prier là, je vous jure sur la vie de mes 2 enfants, on a entendu bouh, bouh, bouh. Quelqu'un qui crie. Une voix de femme qui hurle. Laissez-moi, laissez-moi. Devant l'entrée, des gens qui veulent ouvrir la porte. On a commencé à trembler. On a commencé à trembler. J'ai dit non, continuons. Parce que là, si on arrête là, ça va mal se passer. J'ai commencé à prier. J'ai dit, écoutez, ça fait maintenant 1 an que je suis dans la maladie.
Depuis là, à cause de ça, je ne peux pas rentrer à Genève. Vous m'avez bloqué ici en Côte d'Ivoire. J'en ai marre de vous. C'est soit moi ou soit vous. Mais là, aujourd'hui, trop, c'est trop. Trop, c'est trop, en fait. Trop, c'est trop. C'est soit moi qui va mourir, soit vous. Je connais mon cœur. J'ai un cœur blanc. Je suis une personne, même tous les gens qui me rencontrent, ils disent que je suis gentille. J'ai jamais fait du mal à personne. Si j'ai fait du mal à quelqu'un dans cette vie-là, que Dieu me tue. Mais si je suis un cœur blanc, vous allez mourir ou vous allez faire AVC ou vous allez faire quelque chose, être handicapé ou quoi. Mais en tout cas, vous n'allez pas me prendre. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui, là, je vais guérir. Je vais guérir aujourd'hui, sinon vous allez mourir. J'ai commencé à prier comme ça. Quand j'ai dit ça, on entend une voix d'un chat. Miaou, miaou. On se regarde. Moi, je pensais être la seule à entendre. Je dis, Madina, t'entends? Elle me dit oui. Maintenant, on voit le chat, il apparaît, il disparaît. Eh, Seigneur. J'ai dit, continuons. On a prié. Hein. On a prié jusqu'à 6 h du matin. À 6 h du matin, là, je lui dis, bon, ça suffit. Médicaments qu'il me donne, là, je prends, je vais jeter ça. J'ai jeté tous les médicaments et tout. Et puis, comme ça, après 2 semaines, je me suis remise. Mes pieds ont dégonflé. J'avais une cirrhose de foie, donc le ventre, comme une femme enceinte, ça a diminué. Les yeux jaunes sont partis, lèvres vertes parties, mes ongles jaunes, tout est parti. Je faisais plus d'aisselle. Tout était devenu normal, je me sentais bien. J'ai dit, Madina, je me sens tellement bien là, c'est bizarre et tout. C'est bizarre, attends, je vais aller voir les tests pour voir comment ça avance ma maladie et tout. Parce que là, je me sens beaucoup mieux, j'ai retrouvé l'appétit, je me sens vivante et tout. Et puis maintenant, on fait les tests. D'abord, on va dans le petit hôpital là, parce que moi, j'étais vers l'Ivoire, glucose négatif. Le docteur Yannick Abolé dit non, madame, vos tests c'est impossible ça, c'est impossible, vous pouvez pas. Même quand il m'a vu, il m'a dit mais vous êtes en forme là, qu'est-ce qui vous arrive et tout. J'ai dit ben je suis allée faire des tests et tout. Et il a dit, j'ai dit c'est négatif, il a dit non, allez à l'Institut Pasteur. Je suis allée à l'Institut Pasteur, négatif. Allez à la PISAM, négatif. Je suis revenue le voir et tout. Il a dit non, c'est impossible. J'ai dit, ben oui, c'est possible, je vous dis, je suis guérie. Il a dit, franchement, je ne sais pas quel Dieu vous priez, mais franchement, il est fort. Je dis, ben, moi, je ne crois pas au Dieu, Jésus, Bouddha, toutes ces histoires-là. Je crois juste qu'il y a une force supérieure et un ange gardien qui est présent pour nous. Il dit, ah ben, dis donc, franchement, chapeau. Chapeau. Et ce que je vous ai pas dit, c'est que quand on a fini de prier à 6 h du matin, là, à 6 h net, celui qui avait pris mon pont, qui voulait ne pas me donner mes papiers du pont, là, il a fait un AVC. Ces ponts-là, c'est quoi exactement? C'est un pont DVA. C'est un pont DVA, un pont bascule, où les voitures pèsent et puis vous avez l'argent sur chaque pesée du pont. Vous comprenez? Celui qui prenait mon pont, là, dès qu'on a fini la prière à 6 h du matin, il est parti, il a ouvert la porte à 6 h du matin. Voilà! Il est décédé. Et il a fait AVC. Et j'ai le gars que j'ai dit d'aller voir pour les ponts et tout, il a dit, ah, tu sais quoi, il m'a appelé, hein. Il m'a dit, à 6 h du matin, là, hier, et tout, je suis partie, vers 7 h du matin et tout, je suis partie et tout sur ton pont, et on m'a dit que à 6 h du matin, il y a ton cousin, il est parti et tout, il est sorti de chez lui et tout, il a fait un AVC. J'ai dit, hein? Je lui ai dit, ah, c'est bizarre, parce que moi, de 3 h à 6 h du matin, j'ai prié. Après ça, là, c'est sa mère qui a fait AVC. Après, j'ai un oncle qui a fait AVC. C'était incroyable. Une histoire. Une histoire. C'est, comme on dit, incroyable, mais vrai. Ça, c'était mon histoire. Ah, quand je suis rentrée en Suisse, comment j'ai pleuré. En fait, quand je vivais ça, c'était comme si... Ah, c'est comme si, en fait... Je vivais la scène, mais moi-même, je prenais à la rigolade. J'ai dit, mais comment vous pouvez dire que vous valez rien, que je vais mourir et tout? Je le prenais vraiment à distance. Mais quand j'ai réalisé tout ce qui m'était arrivé, j'ai commencé à pleurer, à remercier Dieu, à remercier mon ange gardien, à remercier Dieu, à remercier mon âme, à remercier tout. Parce que j'ai invoqué tout, hein. J'ai invoqué Dieu, mon âme,
Bouddha, Jésus, tout ce que vous voulez être là, venez à mon aide. Non, c'était incroyable. C'était incroyable. C'était une histoire vraiment incroyable. C'est là que j'ai dit, donc il y a des gens en Afrique qui ont des pouvoirs, qui ont des dons. Au lieu de faire des bonnes choses, ils vont faire du mal à quelqu'un. Pas seulement en Afrique, hein. J'ai dit, waouh. Waouh. J'étais estomaquée. Mais une histoire. Même il fallait me voir, j'étais devenue l'ombre de moi-même. Après, quand je suis venue en Europe, j'ai dit, attends, je vais refaire mes tests et tout parce que non, c'est impossible. J'ai refait mes tests négatifs. Même là, je suis repartie pour la CAN et tout. Et puis, j'ai commencé à me sentir mal et tout. J'ai commencé à pleurer. Non, j'espère qu'ils ne m'ont pas encore fait. Mais en fait, c'était un trop plein de fatigue et tout. Quand j'ai fait les tests, ils ont dit non, c'est anémie et tout. Mais négatif, toujours négatif et tout. C'est pour vous dire que waouh. C'est pas tout le monde qui sont contents de votre évolution et tout. Il faut faire attention. Ne parlez pas de vos projets à quelqu'un. Ne faites pas confiance à la famille. Ne parlez jamais de vos projets. Si vous allez en Afrique, ne dites pas quand est-ce que vous allez venir. Partez en sous-marin. Moi, là, je suis repartie. Personne n'a su. Personne n'a su. J'ai rien eu. Je suis revenue intacte, sain et sauf. Personne n'a su. Même les gens m'appelaient. Personne ne savait. Non, c'est une histoire vraiment... Et puis quand les gens, les médecins vous disent, nous, on ne vaut rien là. Vous allez mourir ici, là. Vous pensez maintenant à votre fille, que vous allez laisser, tout ça. Non, c'était incroyable. C'était une histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. C'est dans les commentaires. Allô. Salut DMG. Alors, moi je viens vous conter une histoire d'une de mes bonnes grandes. Elle m'a raconté ça. On était ensemble quand elle a vécu ça, sauf que c'était dans son couple, donc nous on ne maîtrisait pas forcément tous les petits secrets qu'il y avait dans le couple. Comme quoi, c'est toujours quand ça se gâte là que on sort maintenant tous les secrets. Donc, on va nommer la bonne grande Anaïs. Alors, l'histoire se passe au Gabon, à Libreville. Elle rencontre un monsieur avec qui ils se mettent en couple. Là, tu donnes là, donc, le monsieur a un bon poste dans une société de la place. Voilà. Et puis, voilà, il vit à Glace, au terrain familial. Voilà, donc les Gabonais sauront un peu le peuple qui réside là, c'est leur village. Donc, voilà, ils se mettent ensemble et puis 6 ou 8 mois dans leur début là, elle se rend compte que le gars en fait s'est séparé de son ex parce que ça ne matchait pas avec la belle-mère, c'était tout le temps les problèmes, les bagarres, les disputes avec les belles-sœurs et tout, c'était chaud. Donc elle demande au gars que, mais comment ton ex a pu se battre avec ta mère et tout, tu as laissé faire. Le gars dit non, c'est une sauvage, une barbare et tout, elle ne comprenait rien, elle ne voulait pas être patiente, tout ça. Bon, la grande n'a pas voulu trop chercher, mais elle s'est dit que en fait c'est la fille qui était sauvage qui avait un comportement bizarre. En fait c'est un peuple de chez nous là, ils sont un peu barbares. Je vais indexer les gens. Donc ils se sont entendus que, bon, à une certaine période, il fallait qu'elle reparte chez elle et qu'elle devait juste revenir quand la maman du gars repartait. Elle ne comprenait pas. Elle se demandait que, mais toi, tu es un adulte comme toi, tu vis seule. Pourquoi quand ta mère vient, moi, je ne peux pas rester là? Et c'était tout le temps comme ça, jusqu'au jour où elle a dit non, en fait, là, moi, je ne bouge pas, on va rester ensemble. Entre-temps, il y avait un gros secret du gars qu'elle cachait. C'est-à-dire que le gars avait une érection vraiment très difficile, c'était compliqué. Quand ils étaient ensemble, c'était compliqué, il fallait qu'elle dope le gars. Elle devait lui donner beaucoup de médicaments, elle partait en pharmacie prendre des aphrodisiaques, plein de trucs et tout pour doper le gars. Parce que sans ça, en fait, le gars ne démarrait pas.
Et ce n'était pas naturel parce qu'en fait, il avait fait un peu beaucoup de pays, beaucoup de structures hospitalières, mais on ne trouvait pas la solution à cette impuissance en fait. Donc, elle s'est dit, bon, on va essayer de voir un peu un pasteur, on va prier par rapport à ça parce que je ne comprends pas. Tu ne peux pas démarrer naturellement, il faut toujours qu'on te dope et tout. Elle ne comprenait pas. Et ils sont allés voir un homme de Dieu. Ils ont fait des prières et tout, rien à faire. Elle lui dit, bon, écoute, mon ami, là, on va essayer de voir un peu du côté de chez les Noirs. Le gars dit, niet, moi, je ne fais pas ça. Moi, je ne veux pas partir là-bas. Les gars sont des escrocs, sont des menteurs. Et tu lui dis, mais moi, je ne comprends pas. Tu ne peux pas avoir fait autant d'hôpitaux, autant de spécialistes. Et puis, le truc ne démarre pas. C'est comment tu as eu un problème avant et tout. Quand on fait les analyses, tu n'as pas d'infection, tu n'as pas de maladie héréditaire. On ne comprend pas pourquoi cette impuissance. Entre-temps, quand ils dorment là, le gars, tu sens qu'il te tourne seulement les films X dans son sommeil. Parce que les choses qu'il fait quand il dort, elle dit quand elle se réveille au milieu de la nuit, elle voit le gars étendu à mort. Le gars fait des choses, des phases de l'oiseau, des trucs bizarres. En tout cas, le gars, dans son sommeil là, il démarre. Il est dans des positions d'oiseau compliquées. Mais quand c'est avec elle là, rien. Donc, quand elle pose un peu le problème au gars le matin, mais c'est comment? Toi, quand tu dors, je remarque que tu es comme ça. Mais dès que moi, je veux un peu venir là, rien. Qu'est-ce qui se passe? Le gars dit que, moi, je ne comprends pas. J'ai des couches de nuit. Mais ça dure depuis des années et tout. Même avec mon ex, c'était ça. Et quand elle se battait, même avec mes soeurs, quand elle avait des problèmes avec ma vieille, elle sortait toujours ça, elle mentionnait ça. Moi, je ne comprends pas et tout. La go a dit non, ça dort. C'est pour ça qu'elle contacte une de nos tantes qui est à Lambaréné, qui est tradie praticienne. Donc, elle explique ça à la tante. La tante lui dit non, il faut emmener le gars ici. Elle dit, ça va être compliqué. Il ne croit pas déjà aux choses là. Le déplacer pour ça. Elle lui dit, trouve un moyen, mais déplace le gars là. Le gars là est sous l'emprise d'un esprit fort de domination. En fait, il est consacré. Et si tu ne fais pas un truc, en fait, tu n'auras pas de rejetant avec le gars là. Même lui-même, il n'en aura pas. Ça va être toujours comme ça. Entre-temps, la mère débarque un week-end. Parce qu'elle avait des périodes. Donc, elle débarque chez son fils. Elle se rend compte que, la go est là. Elle demande à la go, qu'est-ce que tu fais là? La go lui dit, ma grande lui dit que, mais je suis chez mon petit ami. Ton petit ami, il t'a pas dit que quand moi je viens, tu dois partir. Elle dit que non, il ne m'a rien dit. Et puis, d'abord, ça tombe bien. Au moins, je fais la rencontre de ma belle-mère. Je ne suis pas ta belle-mère. Ne m'appelle pas ta belle-mère. Je ne suis jamais venue voir tes parents. On ne s'est pas présenté chez toi. Tu ne peux pas m'appeler ta belle-mère. Elle était fâchée. Donc, quand le gars rentre du boulot, il lui dit, non, mais je t'avais dit, il faut partir. Ma mère, elle est susceptible. Je ne veux pas qu'elle craque et tout. Part. Quand elle va partir, je te rappelle. Elle a dit, mon cher, on monte, on descend. Moi, je reste ici le week-end là. Quand la mère était là, quand elle rentre dans la chambre de son fils, elle change la parure de drap, de lit et tout. Elle choisit, elle emmène une nouvelle parure de lit. C'est elle qui choisit ce que le fils doit manger. Tout le week-end, il est aux légumes. C'est préparé avec soin par sa mère. La go a observé ça. Elle s'est dit que je suis rentrée dans quoi? Les garçons princesses là. Donc l'affaire qu'on parle de l'ethnie là, c'est sérieux. Ok. La mère est partie. Quand elle part, elle dit au gars que bon, écoute, il y a ma tante, ça ne va pas à Lambaréné et tout. Ma tante que tu aimes bien là, que tu connais, tout ça ne va pas. Il faut qu'on aille à Lambaréné. Oh, mais la tante a quoi? Donc vas-y, je te donne l'argent. Elle lui dit non, on part, nous, de ça ne va pas. Il faut que tu viennes voir ma tante. Peut-être que là, c'est fini et tout. Le gars dit bon, on va programmer ça là, comme ça, tu me prends de cours. Je peux pas prendre une permission comme ça et tout. On va remettre ça à la semaine qui suit. La semaine qui suivait, sa mère devait arriver. Il a dit à sa mère qui se déplace et tout pour le boulot. Donc, ils sont partis à Lambaréné. Quand ils arrivent à Lambaréné, la tante là-bas lui dit que, mon cher, les couches de nuit que tu as là, je ne peux pas te dire c'est qui fait ça. Mais je peux te dire que si tu prends seulement la bouteille que je te donne là, si tu bois ça, toi-même, tu vas voir seulement ce qui va arriver. Le gars dit que, oh, il n'y a pas de souci si c'est seulement boire un truc, machin, c'est pas toxique, c'est pas nocif. La tante a dit non, bois seulement, regarde, moi-même je goûte. Elle a pris, elle lui a dit ça ne peut rien te faire, bois seulement. Le gars a bu ça, donc toute la journée, ça rigolait, ça mangeait, il faisait que boire, ingurgiter ça seulement. Le gars faisait qu'ingurgiter ça. La nuit, oh, mais le gars était remonté, c'était un cheval. Il a correctement travaillé la frangine, tout allait bien, même lui-même, il avait l'impression de retrouver ses 20 ans.
Le gars ne comprenait pas en fait même son érection. Et puis, il était non mais vraiment au top. Ensuite, quand ils reviennent à Libreville, échec total, le truc retombe. Il se dit que mais qu'est-ce qui ne va pas? Quand je suis à Libreville, je suis mort et tout, mais quand je sors de Libreville, c'est tranquille. Ce qui fait que donc tous les deux week-ends dans le mois, il programmait maintenant ça avec la frangine. Il partait à Lambaréné. Parce qu'il se rendait compte qu'en fait là-bas, quand il était loin de Libreville, ça marchait. Donc 2 week-ends dans le mois, il partait. Et une fois quand ils reviennent de Lambaréné, ils trouvent une grosse peau de serpent. C'est-à-dire que c'est comme si c'est un boa ou un python qui a mué en fait sur le lit. La peau du serpent posée sur le lit quand ils sont revenus de Lambaréné. Et dit au gars que ça c'est quelle affaire? Qu'est-ce qui ne va pas? Sa mère sort de la douche de la chambre de fils complètement à poil comme elle est née. En larmes, dire à son fils que qu'est-ce que tu m'as fait? Tu m'as tué. Le gars était vraiment tout pantois. En fait, il n'en revenait pas. Il a fermé les yeux. C'est le seul réflexe qu'il a eu. Et la fille lui demande que, mais maman, comment tu peux faire ça? Elle dit que je ne parle pas avec toi. Tu as emmené mon fils où? Pourquoi tu as fait ça? Chez nous, c'est comme ça. Il a été consacré. C'est mon mari. Depuis que mon mari est mort, c'est lui qui prend soin de moi. Et le gars n'avait jamais rien soupçonné. Il n'a pas vu le truc arriver. Il était dans tous ses états, il n'en revenait pas. Il disait à sa mère que tout je te donne, je fais tout pour toi. Déjà, les maisons, le grand terrain, le village qu'on a ici à Libreville, tu ne manques de rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu fais ça? Si c'était un homme, tu pouvais refaire ta vie. La mère lui dit carrément, Niette, moi c'est toi. Et il faut savoir que tu ne peux pas te détacher de moi. Si je meurs, tu meurs. Parce que c'est un pacte de sang qu'on a fait. J'ai eu à prendre en fait ta semence. Et ça a été travaillé depuis longtemps, c'est pas d'aujourd'hui. Même ton père de son vivant savait que lorsqu'il allait partir, celui qui allait le remplacer, c'est toi. Tu ne peux pas avoir de descendance, c'est moi ta femme. Ça a été un combat. Et c'est pour ça en fait que l'ex du gars s'était battu avec la belle-mère parce qu'elle était initiée. Et dans ces trucs, dans la cithare là, elle avait vu en fait ce que la mère avait fait à son fils. Donc un matin, en fait, elle était venue, elle avait balancé ça en plein jour à la maman, en pleine figure et tout. Ça avait fait de sérieux problèmes. Mais le gars, il ne croyait pas à tout ça. Et là, en fait, quand il a vu ça, elle s'est dévoilée elle-même, quoi. Ça a été un choc terrible. Et le gars a perdu l'usage de ses jambes. Il est paralysé jusqu'à aujourd'hui. Ma soeur, ma frangine s'est séparée de lui. Et puis, en fait, il est là comme ça. C'est le genre, il travaille, il a beaucoup d'argent. Il va faire venir des filles chez lui. Il va leur donner un peu d'argent. Il va leur demander de se mettre à l'aise. Il les regarde. Mais lui-même, en fait, sa troisième jambe ne fonctionne plus. Ses 2 jambes aussi ne fonctionnent pas. Donc, il est là assis. Il est là comme ça, comme un légume, quoi, un légume. Donc, c'est un peu ça. Les consécrations. Les parents, là, vous faites des enfants. Les enfants ne sont pas, leur avenir ne vous appartient pas. Même si c'est ton enfant, tu as souffert pour avoir l'enfant là, mais son avenir, son destin ne t'appartient pas. Tu ne peux pas décider de sacrifier la vie de ton enfant à ce point, juste pourquoi? Je ne veux même pas dire des trucs de la terre, c'est-à-dire que pour quelque chose d'éphémère, il faut pouvoir. C'est ton fils, d'accord, mais son avenir ne t'appartient pas. Il a le droit de décider de ce qu'il va faire, ce qu'il va devenir. Donc, faisons très attention, nous les parents, les mères. Oh, mon fils, l'amour du fils, là. Après, ça dépasse. On dépasse maintenant la limite. Tu vois maintenant ton fils comme un amant ou comme ton mari. C'est pas normal. Il faut arrêter ça. Beaucoup de gens vivent ça. Même là, dans le direct, il y a beaucoup de garçons, il y a beaucoup d'hommes qui sont sous ce genre de joug-là. Donc, voilà, c'était ça, la morale de l'histoire. Les mères, faisons attention. Nos enfants ne sont pas nos maris. Il faut garder la limite. Leur avenir ne nous appartient pas. Voilà, c'est ce que je voulais raconter ce soir. Et puis, bon, je descends et je vais certainement revenir avec une autre histoire. Merci. Merci beaucoup pour l'histoire. Dans les commentaires. Ouais, dans les commentaires. Allô, bonsoir. Bonsoir, Julie Bellingham. Bon, j'ai 2 petites histoires à raconter. Je ne sais pas comment faire. C'est possible? Raconte d'abord la première et puis on va voir la deuxième. Ok. Bon, je vais raconter l'histoire d'une dame dans un village, je vais taire le nom, qui avait 5 enfants.
Et elle traversait les moments difficiles parce que son mari était décédé. Donc, elle traversait les moments difficiles. Donc, elle allait prêter l'argent à une de ses voisines, 5 000. Parce qu'elle avait un de ses enfants qui était en ville, en fait, qui allait se débrouiller en ville. Le temps d'attendre que son fils lui envoie l'argent. Donc, je peux parler? Allô? Oui, tu peux parler, parle, t'inquiète pas pour moi. Ok. Donc, elle allait chez une dame, une de ses voisines. Elle a prêté 5 000 à sa voisine, que dès que son fils qui est en ville envoie l'argent, elle va rembourser à la dame. La dame n'a pas refusé, la dame lui a donné 5 000. La dame lui a dit, ok, je te donne 2 semaines pour me rembourser mon argent. La fille a dit, il n'y a pas de problème. La dame a dit, il n'y a pas de problème. C'est comme ça qu'elle allait, elle a utilisé les 5 000. 2 semaines sont passées, elle n'a pas eu l'argent. 3 semaines, elle n'a pas eu l'argent. 1 mois, 2 mois, elle n'a pas eu l'argent. Donc, son fils s'est battu, il a pu lui envoyer l'argent. Il a finalement envoyé l'argent. Donc, elle allait donc remettre l'argent à la dame. La dame lui a dit, non, ça va, c'est pas grave. Il n'y a pas de problème. Garde ça. Tu peux garder, ça va. Je te comprends, en fait. Elle dit, non, il n'y a pas de problème. C'est que mon fils avait les petites difficultés en ville et tout. La dame lui dit que non. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je n'ai plus besoin de cet argent. La dame m'a dit, ok, merci beaucoup. La dame est rentrée. Sa dernière fille a commencé à tomber malade. Malade. 3 semaines après, elle décède. La maman ne comprenait pas pourquoi. Elle enterre sa dernière fille. Après 2 mois, l'autre enfant tombe malade. Malade. C'est comme ça qu'elle a perdu ses 4 enfants, comme après, à l'écart de 2 mois. Bon, au niveau du 5e, c'est là où elle allait. Sa soeur est allée voir un marabout. Mais comment ma soeur perd les enfants comme ça après 2 mois? C'est là où on dit à sa soeur que ta soeur est allée vendre ses enfants à 5 000. Parce qu'elle allait prêter de l'argent à une dame qui est dans le groupe des sorcières du village. Donc, la dame a profité de ça. Comme ta soeur a mis du temps pour rembourser son argent, donc elle a profité de ça pour prendre ses enfants. Et tout. Et que même l'enfant qui est en ville va mourir. Elle a demandé que est-ce qu'il n'y a pas un moyen pour sauver. Et que non, c'est ta soeur même qui allait vendre les enfants. En allant prêter de l'argent, elle a vendu ses enfants. Donc, il n'y a rien à faire. C'est là où on l'appelle que son fils a fait l'accident grave en ville. Son fils est décédé. Donc, vraiment, cette histoire, c'est une amie qui m'avait raconté cette histoire, que ça fait vraiment fait boum dans leur village. Donc, la morale de l'histoire, c'est qu'il faut faire attention. Il faut savoir à qui prêter de l'argent, hein, parce que franchement, cette dame a perdu ses 5 enfants comme ça pour 5 000 francs. Vous pouvez vous imaginer. Donc, c'est tout pour cette histoire, en fait. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire. Oui. Tu peux monter un peu pour l'histoire. Ok, faites-moi descendre alors, merci. J'ai dit une fois ici, là, dans un direct, que quand tu pars chez quelqu'un prêter l'argent, quand il te dit ok, bon, je te prête 10 000 que tu vas remettre mercredi prochain ou n'importe quel autre jour, et il faudrait qu'à partir de 12 h que j'ai mon argent en main. Si tu es sage, ne prends pas cet argent. Si tu es sage. Parce que là maintenant il y a un contrat, il y a une date limite. Ce qui arrive, c'est quoi? C'est que
Après la limite là, tu débordes ça. Tout peut t'arriver. Tout peut t'arriver. Donc si tu réussis à rembourser avant le délai, tu es encore en sécurité. Mais tant que tu débordes ça, ça veut dire qu'à cette heure-là, avec l'argent que tu as prêté, il peut faire tout ce qu'il veut de toi. Et quand tu dis oui, je vais le faire, ça veut dire que tu as accepté. Tu as signé que ok, je vais faire ça avant ce jour, avant cette date. Et généralement c'est qu'il y a des microfinances qui font dans ça. C'est-à-dire qu'ils vous prêtent de l'argent. Et l'argent, là, il travaille de sorte que ça n'arrive plus. Donc, tu vas travailler toute ta vie, tu ne pourras pas rembourser l'argent. Mais ils viennent donc prendre vos biens, ce qu'on met souvent en garantie, là, on vient prendre ça. Plusieurs ont fait ça ici. Il y avait des gens comme ça, on les a seulement chassés. Parce que les gars remarquaient que, mais moi, j'ai toute d'habitude avec un montant comme 100 000 francs chaque semaine. Mais depuis que j'ai pris l'argent ici, là, je n'arrive même pas à tourner 50 000. Comment? Donc, il y a autant de choses. Méfiez-vous. C'est à ça que c'est ce direct. Hein. C'est pour avoir si j'ai des petits conseils là. Bonsoir, Dila. Bonsoir. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Et toi, DMG? Je vais très bien. Ok, ça c'est une bonne chose. Bon, ce soir, je monte pour raconter une histoire qui m'est arrivée quand j'avais aux environs de 11 ans, 12 ans. Dila, tu bois la bière? Pourquoi? Non, il demande seulement. Non, je ne Je bois ne pas. bois pas la bière, laisse. Waouh. On peut continuer, excuse-moi. Merci pour la blague. Ça va au moins changer l'humeur que j'avais, ça va. Voilà. Bon, l'histoire s'est passée quand j'étais encore à Libreville, au Gabon. Je suis quitté le Congo-Brazzaville en 2011. J'arrive au Gabon, 2011-2012. Je faisais la 6e à cette époque. Et je partais souvent prier avec ma maman à Rio, la femme de mon père. On partait prier à Rio. Pour ceux qui connaissent Libreville, Rio. Donc, je partais souvent prier là-bas. Et on avait invité un pasteur qui venait, je sais pas si c'est lui, je sais plus trop, je crois que c'est pas le Niger, c'est la Côte d'Ivoire. Et le pasteur est venu, c'était en soirée, c'était un séminaire et non, c'était en soirée, il faisait quelque chose de 19 h comme ça. Et j'étais partie passer le week-end chez ma grande sœur. Et donc, j'étais venue avec elle à l'église. On a prié. Ah, le jour, il y avait les trans DMG, un truc de malade, les trans, les gens tombaient que comme les morceaux de... Voilà, je disais que j'étais à Rio et je vivais chez la femme de mon père. Donc, je vivais chez mon père. Et la femme de mon père priait là-bas avec ses sœurs, ses cousines. Donc, toute la famille priait là-bas. Et une fois, je suis allée chez la petite sœur de ma mère biologique. Et j'ai passé le week-end là-bas. Et après ça, je dis, bon, la grande, il faut qu'on aille à l'église. Elle me dit, il n'y a pas de problème. Pourquoi pas on est allé à l'église? On s'est croisés là-bas, toute la famille, comme d'habitude. Et le jour de la DMG, il y avait les trans. Parce qu'on avait reçu un pasteur qui venait soit de la Côte d'Ivoire ou du Niger, je ne sais plus trop. Ça fait longtemps. Il y avait des trans de malades. Les gens tombaient comme les morceaux de pain. Je dis, pardon, moi, je dis que ça ne va pas m'arriver. Arrière de moi, Satan. J'étais moi. Ça ne va pas m'arriver. On faisait que rire là. Je faisais que rire avec les autres qui sont pas en trans là. Que de me concentrer. Non. Je faisais que rire. Et après, le pasteur est descendu de leur truc là. Il est descendu jusque dans la foule. Il voit qu'il y a des gens qui ne tombent pas. Il prend sa veste qu'il avait là. Il lance comme ça là. Ceux qui sont à côté de moi tombent. Moi, je ne tombe pas. Oh, il fait encore une autre fois. Je ne tombe pas. Il retourne sous là où il prêche là. Il continue à prêcher, il continue à prier, Ah, il continue à prier. Il redescend après, il vient encore. J'ai reculé de 2 pas. J'ai dit non, moi je ne tombe pas. Je ne vais pas tomber. Il est encore retourné. Quand il est revenu pour la 3e fois, oh BMG, jusqu'à ce qu'on a fini le culte. J'étais que dans les trans, j'étais que dans la trans. Et puis, à l'extérieur de l'église, il y avait, vu que c'était en construction, il fallait les finitions de l'église. Donc, il y avait un camion, le sable qui était renversé dans l'église, dans la cour de l'église. Donc, moi, je suis sortie de l'église là, que dans le sable là, tourner. On n'avait pas pu me tromper. Comme le protocole, on n'a pas pu me tenir. Ah, ma chérie, je ne sais pas si c'était la veste magique ou je ne sais pas. Donc, quand il a fait ça,
Quand on est venu me tenir, les protocoles sont venus me tenir, on m'a ramené dans l'église, on a essayé de me calmer, et tout, et tout, et tout. C'est là où le pasteur dit l'esprit de sirène, l'esprit de nanani, l'esprit de nanana, l'esprit de chingani. Là, c'est vraiment mes soeurs qui vont me raconter ça après. Après, les autres ont dit bon, on ne peut pas bloquer, t'es fini, faisait quelque chose de 19h fort. Les autres ont dit on ne peut pas rentrer tant qu'on ne sait pas on ne connaît pas la position de l'enfant. C'est un enfant, on ne peut pas la laisser comme ça, on va attendre que ce fameux esprit ou quoi là sort de son corps. À partir de là, on va rentrer. DMG. Le pasteur a prié. Je me suis juste venue me calmer à 22h, presque 23h. C'est alors que là que les autres rentrent. Imaginez maintenant comment les moyens de transport augmentent pour ceux qui savent. Et vu que nous, on n'était pas loin, ma grand-sœur n'était pas loin de rue, on m'a dit, bon, on retourne avec l'enfant jusqu'à Bellevue 2, prenez le taxi jusqu'à Bellevue 2, vous rentrez dormir, et puis demain, tu nous dis comment ça se passe. DMG, depuis le jour là, quand j'étais revenue, vu que moi j'aimais passer le week-end chez les oncles, les tantes, j'étais un enfant vraiment, le genre d'enfant qui ne reste pas stable, surtout pendant le week-end, tu veux rester chez nous pour faire quoi? Les picots là, Dieu merci que ça s'est arrêté. Et donc quand je suis allée chez ma grande soeur, le week-end est passé et tout. DMG, quand je vais à l'école, j'apprenais à Cournam, pour ceux qui connaissent, j'apprenais à Cournam et j'étais en 6e. Quand je rentre en classe, mon Dieu, comme on dit ici au Congo, les tu te que dans le pain, tu ne te concentres, tu n'es plus concentré. Je vois que, donc, des fois quand on est en classe là, les gens on dit que les sorciers et tout, je vois ça comme ça de mes propres yeux, donc je n'arrive plus à me concentrer, je devenais que ça me prenait un peu comme la folie. Quand je dis aux autres, peut-être tu vas pas intégrer comment il est, oh, Intel a fait quoi? Je dis non, moi je n'arrive pas. Je suis allée dire ça maintenant chez la femme de mon père. Ah, regarde ce que moi je regarde. Elle m'a dit, ah, c'est pas normal. J'ai partout, je partais. Je voyais que les choses bizarres quand je suis en route. Je peux voir une personne mouillée de sang. Je peux voir une personne, donc les esprits, je voyais des choses pas bien, pas possible. On a essayé de me soigner à Libreville là-bas, on n'a pas pu. Pour ceux qui connaissent aussi Sibiti au Congo, ici on m'a emmené à Sibiti. Ici on a dit que non, le pasteur, il avait seulement ouvert l'œil. Tandis qu'il ne voyait pas de quel moyen il pouvait faire pour que l'enfant tombe. Et l'enfant ne tombait pas, il avait juste... Donc il fallait qu'il trouve un moyen. Il a fini par ouvrir l'enfant l'œil. Et donc on a un œil spirituel qui se trouve sur le front. C'est cet œil-là qu'il a eu à ouvrir. Et si vous ne devez pas emmener l'enfant ici dans les jours qui suivent, elle devait devenir folle. La preuve en est, DMG. Quand je disais que je tape les crises là, même 5 personnes ne peuvent pas me toucher. 5 personnes ne peuvent pas. Lui, sur la tête, sur le front, en fait. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, quand je tape les crises là, même si toi, tu soulèves les fers, comment là, tu ne peux pas. Et puis, nous, on vivait à Pointe, on était non loin du stade. Mais regarde la foule que je me tape là, la scène que je tape là. Et les gens qui sont au bord du stade là, les sportifs là, ils viennent me tiennent ici. Moi, donc, quand je lance une main comme ça là, toi, tu dois tomber. Tu dois automatiquement tomber. Tu es qui? Et après, on m'a emmené me soigner dans les petits. Donc, on m'a emmené beaucoup de places pour me soigner. Il n'y avait pas la guérison. C'est là on m'avait emmené à Sibiti. Là, j'allais maintenant mieux. Je ne voyais plus les esprits. En tout cas, même l'église là. Je ne partais plus. J'avais vraiment peur. Je dis, et moi, je peux encore aller m'ouvrir les yeux là-bas. Je veux devenir folle. Je ne peux maintenant qu'à la maison. Ça fait un long bout de temps. Quand je vais à l'église, je vais seulement parce que je suis invitée. Mais quand on dit les séminaires grandioses comme le séminaire où était venu l'évangéliste Dag à Pointe-Noire ici là, maman. Ne me mettez pas dedans. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire. Je vous en prie. Bonne soirée. Dans les commentaires. Ok. Allô? Allô, bonsoir. Ok, j'espère que vous allez bien. C'est la première fois pour moi de participer à l'émission, bien que je regarde depuis. Excusez-moi pour le bruit, je changeais de pièce. D'accord, alors j'appelle, c'est pour raconter mon vécu. C'est aussi pour donner une leçon. Voilà. La grande coiffeuse, bonsoir. Je suis maquilleuse, coiffeuse au Gabon, plus précisément à Libreville. Bon, c'est une information que je ne suis pas obligée de cacher. Donc, en tant que maquilleuse,
je suis habituée à vivre des choses quand même assez compliquées avec les clientes. Et lorsqu'on essaye souvent d'expliquer ça, on ne nous prend pas au sérieux. Donc, s'il y a d'autres maquilleuses sur le live, j'espère qu'elles pourront venir confirmer. Donc, ce qui se passe, c'est que l'histoire remonte à il y a 3 ans. J'avais été contactée par une mariée. Bon, j'étais dans la période chaude des mariages. Tout le monde sait qu'en Afrique, les mariages, c'est entre décembre, août, juillet et autres. Donc, j'avais été contactée pour le mois d'août par une mariée qui me disait qu'elle me déplaçait pour la zone de Ntoum, la route qui emmène vers Coco Beach. Donc, les gens de Libreville, du Gabon, savent. Du coup, j'avais donné mon tarif à la mariée. C'est vrai qu'à l'époque, j'étais pas très chère et tout. Je me disais, bon, l'essentiel, c'est de me faire des clients et tout. Mais moi, dans ma tête, j'avais pas calculé le trajet et la distance. Je me disais, bon, Saint-Toum, c'est maximum 1 heure de route et tout. Ça va aller. Et puis, ma mère me disait toujours que dans le métier que je fais, je dois m'accrocher à la prière pour laisser soin au Saint-Esprit de me guider sur les clientes que je dois prendre et que je ne dois pas prendre. Sauf que le goût de l'argent, des fois, nous voile le visage, en fait. Genre, la cliente, il y avait beaucoup de blocages. Elle me disait, aujourd'hui, je viens réserver. Après, elle ne vient pas réserver parce que nous, on accepte les mariés seulement sur les avances de réservation. Elle me dit, aujourd'hui, je viens réserver. Après, elle ne vient pas réserver. Elle me dit, finalement, je prends le forfait de 250 000 après échange. Elle me dit, donc finalement, je vais venir chez vous au salon de coiffure. Et puis moi, je me dis, bon, si elle vient chez moi au salon de coiffure, ça me fera moins d'argent. Ça m'arrange de me déplacer et puis ça me permet de découvrir un peu mon pays et toutes les zones que je ne connaissais pas. Donc, au final, la dame est venue réserver. En temps normal, j'aurais annulé. J'aurais dit non, c'est bon. C'est déjà un signe que la cliente là est un peu compliquée. Mais j'ai accepté. Et quand la dame est venue réserver, honnêtement, la dame, quand elle était devant moi, je ne sais pas comment vous dire. Hein. C'était une femme âgée, on peut dire 40, 45 ans. Non, plus de 45 ans parce qu'elle avait des grandes filles quand même hein, qui ont déjà les enfants et tout. Mais, je vais vous dire ça comment. Son visage ne me parlait pas. Elle était visage amarré. C'est-à-dire que, comme dit souvent ma coiffeuse, tu cherches la beauté de la dame en fait. Tu te dis que elle a un visage différent, il y a un truc qui ne va pas avec elle. Elle ne souriait pas, elle n'était pas joviale, elle était face à moi, on avait l'entretien et tout pour avoir toutes les informations de l'événement, mais elle était dure. Quelque chose me dit ne prends pas. Moi, j'ai dit, ah, je prends, c'est l'argent. Donc, on boucle le rendez-vous. Le mariage, c'est dans près de 1 mois et tout. Et le jour du mariage, moi, je contacte toujours mes mariés à la veille pour faire le point et tout ça. Je contacte la mariée à la veille. Je dis à la dame que... bon, madame, donnez-moi le programme, comment est-ce qu'il faut faire pour arriver et tout. Et de là, elle m'explique, oui, il faudrait que vous puissiez prendre la voiture à 7 h pour pouvoir être en Ntoum vers les 9 h comme ça. Arriver en Ntoum Centre, vous prenez encore une autre voiture qui vous emmène vers Coco Beach et tout. Je dis, il n'y a pas de problème. Ce jour-là, j'étais partie, je partais avec une élève que j'avais formée en maquillage, c'est elle qui m'accompagnait. Donc, j'avais dit à mon élève, on se retrouve le lendemain à 7 h etc. L'élève m'a dit, ok, il n'y a pas de problème. On y va. Donc, le jour du mariage arrive. Il faut savoir qu'à l'époque, ma petite fille, elle avait à peine 2 ans. Oui, elle rentrait dans sa 2e année et elle partait à la crèche. Donc, ma petite fille, généralement, c'est le genre d'enfant. Il suffit de dire son prénom et elle se réveille. Elle a le sommeil très facile. Le matin arrive, il est genre 6 h 30 et tout, je me réveille, je fais un peu ma petite prière, j'ai la boule au ventre parce que voilà, il faut prendre la route, il faut quitter quand même de Libreville pour aller très loin. Je me dis, bon, Seigneur, accompagne-moi, je ne sais pas comment ça va se passer, c'est la première fois. Donc, je réveille mon fiancé pour qu'il se prépare et tout pour faire les affaires de l'enfant parce que c'était lui qui devait déposer l'enfant à l'école. Moi, je faisais juste le nécessaire. Et au moment de réveiller l'enfant pour l'emmener à la douche, j'appelle l'enfant, je dis le prénom de ma fille. L'enfant ne se réveille pas. J'insiste. L'enfant ne se réveille pas. Bon, je banalise, je suis en train de faire son pot de goûter et tout, je banalise. Je reviens encore dire... Bébé, réveille-toi, parce que je ne vais pas dire son prénom. L'enfant ne se réveille pas. Mais elle dort, elle respire vraiment. Je dis, l'enfant, habituellement, quand je la réveille, elle se réveille vite. Même au petit bruit que je fais, elle se réveille. Mais là, elle traîne trop. Je regarde ma montre, on est en train d'approcher 7 h. Du coup, je me lève, je viens bousculer mon enfant. Je bouscule, je dis que réveille-toi, réveille-toi. L'enfant ne se réveille pas. Je dis, là, c'est bizarre. Je vais appeler mon chéri qui était sous la douche. Je dis, sors d'abord, viens voir. Je suis en train d'essayer de réveiller l'enfant. L'enfant ne se réveille pas. Il y a quel problème? Il me dit, comment ça? Il bouscule la petite. Réveille-toi, réveille-toi. L'enfant ne se réveille pas. Ah,
C'est quoi le problème? On a bousculé sérieusement l'enfant. Je vous dis que c'est la première fois que je vis ce genre de choses. Je bouscule ma fille. Elle ne bouge pas, elle respire, elle est endormie. Rien ne se passe, mais la petite dort sérieusement. J'ai dit non, ça dort, Seigneur Jésus. Il m'a dit, attends, je prends de l'eau, on va verser à l'enfant. Quand il prend l'eau, il verse à l'enfant. Elle est toujours dans le sommeil, mais vraiment imperturbable. Imaginez comment on peut bousculer un enfant de 2 ans. Jusque-là, rien ne se passait. C'est là où j'ai dit, bon, ça dort, on va prendre l'onction, on va commencer à prier. On a déposé l'enfant sur le canapé, au salon. Le mur était plein de taches d'huile. Tellement on était en train de verser l'huile. Au nom de Jésus comme ça. Je prends autorité comme ça. Ainsi de suite, ainsi de suite. À un moment, je vois l'enfant, elle veut se réveiller. Elle ouvre légèrement les yeux. Ah bah, elle fait genre, ah, elle retourne dans le sommeil, genre, comme si quelque chose me tire l'enfant dans le sommeil. Je regarde maman, je dis, mais Seigneur, il est déjà 8 heures, l'heure de la mariée. Je commençais vraiment à avoir peur, je ne peux pas vous cacher. Je dis à mon chéri, continue de prier, j'appelle ma mère. Je commence à appeler ma mère, je pleure. Je dis, maman, quelque chose de bizarre se passe. L'enfant ne se réveille pas. Elle dit, qui? L'enfant de qui? Je dis, l'enfant ne se réveille pas. Elle me dit, attends, j'arrive. Appelle directement le pasteur. Et comme le pasteur de notre église, c'est le petit frère de ma maman, donc mon père, même père, ma mère, je l'appelle, je dis, papa, c'est grave, il faut que tu débarques chez moi, il y a un problème. Il me dit, il y a un problème, comment ça? Je dis, non, papa, s'il te plaît, viens à la maison, il y a un problème. Mon enfant ne se réveille pas. Il dit, jamais j'arrive. Et je bénis le Seigneur parce que lui, il n'habitait pas très loin de là où on était. Donc, il est rapidement arrivé. Lorsqu'il arrive, il commence à prier. Au nom de Jésus, voilà. Il appelle le prénom de la petite. Il dit, réveille-toi. La petite se réveille. Elle s'assoit. Mais franchement, elle était sonnée. Et là, je vous parle, on est déjà sur les 9h30. Alors que, tandis que la mariée, elle était censée être prête pour 12 heures. Et il ne faut pas oublier aussi que le temps que le voyage devait prendre sur la route, ça devait faire entre 3 heures et 4 heures de temps pour arriver au lieu du mariage de la dame. Mais on est sur 9 heures, près de 10 heures. Le mariage est pour 12 heures que la mariée doit sortir et ma fille ne se réveille toujours pas. Ma fille s'est réveillée. Quand le pasteur est arrivé, elle s'est assise. Elle était très fatiguée. J'essayais de maintenir l'enfant éveillé pour qu'elle ne se rendorme pas. Excusez-moi, je vais ouvrir la porte. Je vérifie que je n'ai pas laissé quelque chose au gaz. Pour qu'elle ne se rendorme pas, mais la petite essayait de retourner dans le sommeil. Donc, le pasteur me dit, écoute, je suis déjà là. N'aie pas peur. L'enfant va aller bien. Va au boulot. Ne t'inquiète pas. Et mon chéri me dit, mais c'est inquiétant. La mariée ne t'appelle toujours pas. Elle ne s'inquiète pas, est-ce que tu vas arriver et tout. Moi, je me dis, écoute, là, c'est pas mon problème. Si elle ne m'appelle pas, c'est qu'il n'y a pas de problème. Mon assistante aussi que j'avais bookée pour m'accompagner m'appelait, mais je ne répondais honnêtement plus au téléphone. Je m'occupais de la situation de l'enfant. Et bizarrement, c'est lorsque ma mère est arrivée, elle est rentrée dans le salon avec vraiment, elle était vraiment affolée en fait. Elle a juste dit le nom de ma fille, elle a dit le prénom de ma petite fille. Elle a commencé à déclarer des paroles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les entités qui me retiennent l'enfant dans le sommeil, vous lâchez prise. Je suis sa grand-mère, je suis sa mère, je prends autorité. Et quand elle a commencé à parler comme ça, la petite entend la voix de ma mère. Mamie! Elle s'est réveillée de son sommeil avec le mot « Mamie ». Et là, je n'étais pas encore partie. Je n'ai même pas bougé en fait. Je suis restée là, j'attendais ma maman. Elle s'est réveillée avec le mot « Mamie ». Parce que ma petite fille, déjà, elle adore, elle aime trop sa grand-mère. Donc, quand elle entend même la voix, elle se réveille automatiquement. Donc, quand ma mère a commencé à déclarer des paroles, en même temps que son petit frère qui est le pasteur, la petite s'est réveillée. Elle a dit, mamie. Quand elle s'est réveillée, ma mère est partie soulever l'enfant. Elle a commencé à bénir le Seigneur. Elle déclarait des paroles. Ma mère m'a attrapée par la main. Elle m'a dit, tu ne sors pas de la maison sans qu'on ne toigne d'huile d'onction. Donc, on va prier pour toi. Pendant que le pasteur était en train de prier pour moi, j'ai manifesté. Le pasteur m'a fait asseoir. Il m'a dit, ma fille, qu'est-ce qui se passe dans ta maison? Je dis, papa, les problèmes de tous les jours, hein, le foyer chauffe et tout. Il me dit, non, il y a un problème. Il y a une cliente que tu as prise qui a des esprits forts de réclamation dans sa famille. Et ces esprits-là, en fait, sont en train de bousculer ta maison justement pour que tu n'arrives pas au lieu du mariage. Je dis, ah, papa. Cette histoire-là, c'est quand même assez compliqué. Je dis, papa, je ne comprends pas. Il me dit, si, en fait, je suis en train de mener un combat que toi, tu ne vois pas. Il m'a regardé, il m'a dit, tes pieds sont enflés.
Parce que vu que je travaille beaucoup debout, j'ai aussi beaucoup de poids, mes pieds enflent souvent. Je dis non papa, c'est parce que je bosse beaucoup. Il me dit non, tes pieds sont enflés, tu as du mal à te tenir debout. Ce sont les attaques que tu ne fais qu'accumuler depuis près d'une semaine à l'approche du mariage, mais tu ne te rends pas compte. Viens, on va prier. Mon boss a prié pour moi, ma mère est partie avec ma fille. Mon chéri est resté inquiet à la maison, il est resté avec le boss. Le boss a dit non, ne t'inquiète pas, ça va aller. Elle va bien au lieu de travail, elle va revenir. Donc, je prends la voiture avec mon assistante qui m'attendait à la grande route. On arrive à la gare où on prend les bus pour arriver dans l'autre, je sais pas, les gens qui connaissent tout, je sais pas si c'est une autre ville ou bien une autre commune, je sais pas trop. Donc, on prend la route, mais je vous garantis que c'était un voyage pénible entre l'argent qui disparaît du sac pour pouvoir payer le bus, entre beaucoup de choses. Je vous jure que c'était incroyable et je n'étais que dans la prière. Et à tout moment, j'appelais ma mère pour dire l'enfant ça va. Maman me disait l'enfant va très bien. Elle est avec moi, il n'y a aucun problème, va travailler. Et donc, pour vous faire court, finalement, avec beaucoup de péripéties, j'arrive sur le lieu du mariage, il est près de 14 h. J'avais peur, je me disais, c'est pas professionnel d'arriver à cette heure-là chez une mariée. Elle peut être très inquiète et tout. Et quand j'arrive sur le lieu du mariage, la mariée me dit, oh, tu es quand même arrivée. Je dis, oui, je suis arrivée. Quelqu'un vous a informé de ce qui s'est passé chez moi? Elle me dit, non, pas du tout. Qu'est-ce qui s'est passé chez toi? Elle m'a dit ça avec beaucoup d'ironie. Elle s'est assise sur son lit. Elle me dit, raconte-moi, ça m'intéresse. Du coup, je mets la main sur la joue. Je regarde mon assistante. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On est tombé où? Du coup, j'explique à la dame, je dis, madame, voilà ce qui s'est passé un peu ce matin. Elle rigole, elle me dit, attends un peu, tu vas voir quelque chose. Elle m'appelle son petit garçon. Son petit garçon, à l'époque, il pouvait avoir entre 13 et 14 ans. Elle me dit, regarde le bras de mon petit garçon. DMG, le bras du fils de la dame était enflé. C'était gonflé. Ça ressemblait à deux bras, en fait. Je demande à la dame quoi? Il a eu quoi? Il s'est fait mal et c'était tout rouge. Hein. Le genre que tu penses que la douleur est extraordinaire, mais l'enfant ne pleure pas. Je dis à la dame quoi? Il s'est passé quoi? Il s'est fait mal? Qu'est-ce qui s'est passé et tout? Elle me dit non, il s'est rien passé. Écoute, l'enfant s'est réveillé ce matin. Il m'a dit il a vu un moustique sur la main. Il a tapé le moustique. Il a commencé à se gratter. En l'espace de quelques heures, le bras a enflé comme ça. J'ai dit ah. Je suis tombée dans quoi? Et l'ethnie de la dame, c'est pas les miennes déjà, je vous dis. C'est pas les miennes. C'est, si je vous dis la Kara, les Gabonais connaissent. Vous connaissez l'ethnie de la dame. Donc, moi, je ne comprenais pas. Au fond de moi, j'ai commencé à prier. J'ai dit, Seigneur, là, le tour là, tu m'attrapes. Je termine de faire mon travail. Je pars chez moi. La dame a terminé de m'expliquer tout ce qu'elle avait à m'expliquer. Et puis elle me dit, elle me regarde dans les yeux, elle me dit, tu sais, depuis le jour où je suis venue réserver chez toi, beaucoup de choses sont passées pour que je ne vienne pas réserver chez toi. Et beaucoup de membres de ma famille voulaient savoir c'est qui ma maquilleuse. Sauf que j'ai une de mes filles qui parle beaucoup et c'est elle qui a donné maladroitement le nom de ta page à une cousine. Et je crois que c'est à travers ça qu'on a réussi à t'attaquer. J'étais choquée. J'étais choquée. J'avais juste le nom de Jésus à la bouche. J'étais choquée. J'ai dit, c'est vrai. Elle me dit, je ne te cache pas. Ce sont mes parents. Je ne te cache pas. Ce sont mes parents qui ont maintenu ton enfant dans le sommeil pour que tu n'arrives pas à t'occuper de moi. J'ai dit, le sang de Jésus. Et là, c'est pas fini. Hein. Je dis à la dame, c'est pas grave. Je me suis retirée. Je suis allée faire une petite prière dans le coin et j'ai commencé à m'occuper de la dame. J'ai commencé à ne pas me sentir bien. Mon assistante aussi, comme elle est chrétienne, elle ne se sentait pas bien. Elle m'appuyait. Elle me dit, Lovely, je ne peux plus rester ici. Ça ne va pas. J'ai dit, maman, on va terminer, on va partir. Il n'y a pas de problème. On a commencé à coiffer la mariée et j'étais choquée parce que j'avais tout fait pour que la mariée soit prête d'ici 16 h. Mais laissez-moi vous informer qu'une mariée qui est prête depuis 16 h, on fait sa sortie de mariage dans la nuit. Il est déjà 18 h 30. Lorsque la mariée sort, il est 18 h 30, il fait sombre. Un mariage coutumier. Je me suis dit, mais comment à un mariage coutumier, on peut faire sortir une mariée dans la nuit? Et ce que j'ai trouvé très ingrat, c'est qu'après, la mariée, elle m'avait payé avec les pièces de 25, 25, 50, 50, 25. Il lui restait 80 000 à me donner. Elle m'avait donné les pièces de 25, les pièces rouges là. 50, 50, 25, 25. Et il fallait que je tourne derrière elle en fait pour lui dire que, mais madame, il est 22 h. Je dois partir chez moi. J'ai laissé mon enfant dans un cas critique. Vous me demandez de vous suivre jusqu'au village voisin qui va me ramener à la ville pour aller m'occuper de mon enfant. En fait, j'ai trouvé cette mariée très ingrate par la fin. Elle m'a très mal payé.
Et ce qui est drôle, c'est que une de ses filles, on va dire la meilleure amie de sa fille qui était présente, peut-être même elle regarde ce live, la meilleure amie de sa fille qui était présente, elle a gardé contact avec moi, elle venait tout le temps dans mon salon, jusqu'à ce qu'un jour, elle me dise, Lovely, je t'aime bien, je dois te dire la vérité. En fait, la maman, c'est ma maman parce que c'est la mère de ma meilleure amie, elle a été consacrée depuis qu'elle est petite à ne jamais se marier. Et elle me dit, à l'heure où je te parle, son mari est décédé. Le mariage pour lequel tu étais venu t'occuper d'elle, le marié n'est plus parce qu'elle n'avait pas le droit de se marier. En fait, à chaque fois qu'elle se marie, c'est une ethnie ici au Gabon. Après, toutes les ethnies ont leurs choses, mais comme il ne faut pas dire là, les Gabonais vont reconnaître. C'est une ethnie ici au Gabon, quand on dit qu'une dame à la cara, elle peut être belle, elle peut être comme elle veut, mais quand elle va décéder. Donc, le monsieur, apparemment, il est parti. La fille m'a dit, elle a trouvé un autre homme. Elle est toujours en train de faire la têtue parce que ses parents ne veulent pas qu'elle se marie. Et elle me disait même que peut-être elle va te contacter pour son prochain mariage. J'ai dit, moi, non. Merci, je ne veux pas. Non, c'est pas les quotas, c'est les F. Les F. Je ne termine pas, je dis juste c'est les F. Mais je peux vous dire que la femme, elle a un visage de vieille. Même quand je l'avais maquillée, moi-même, je suis restée comme ça. J'ai dit le sang de Jésus. Pourquoi la femme, là, la beauté est loin d'elle comme ça? La beauté ne ressort pas. Et c'est après que la meilleure amie m'a expliqué que j'ai compris en fait que déjà moi je ne connaissais pas ça. C'est elle qui m'a fait comprendre ce que c'était. Et j'ai compris tout ce qui s'est passé ce jour-là. Et depuis ce jour, en fait, lorsque mon cœur ne donne pas pour accepter une cliente, lorsque je vois beaucoup de barrières, je refuse. Même si des fois le goût de l'argent là, ça m'embête, je refuse. Et c'est aussi pour sensibiliser les mariés que je suis montée sur le live pour dire à toutes celles qui préparent leur mariage là, qu'il y a des prestataires que vous devez choisir minutieusement et que vous devez protéger. Un prestataire comme le photographe, la maquilleuse, la nourriture, on les appelle comment encore même là. En tout cas, ceux qui font la nourriture, les 3 prestataires là, il faut les protéger. C'est-à-dire quand tu les choisis, plus personne ne doit être au courant que celle-là va s'occuper de ma belle-sœur ou de ma mère ou de ma tante. Voilà, le service traiteur, merci. Ces 3 personnes-là, il faut essentiellement les protéger. Et ce n'est qu'une histoire parmi tant d'autres parce que j'en ai tellement subi avec les mariés. Mais celle-là, c'est celle qui m'a le plus touchée parce que là, on avait touché à mon enfant. Et les maquilleuses, s'il vous plaît, quand vous choisissez les clientes, laissez le Saint-Esprit vous guider. Si l'Esprit ne donne pas, laissez. Parce que imaginez si mon papa n'était pas intervenu, si ma mère n'était pas intervenue, on aurait pu me prendre l'enfant comme ça dans la blague, juste parce qu'ils veulent goûter, m'embêter, empêcher leurs parents de se marier, on va m'embêter mon enfant. Donc, c'était ça. Les maquilleuses, faites doucement avec les clientes et les mariés qui ont l'ongunda là, qui ont les choses bizarres dans leur famille là. Le feu du Saint-Esprit vous localise tout de suite. Merci DMG, c'était mon histoire. Je ne sais pas comment descendre. Merci pour l'histoire, Lovely. Avant de continuer, je vous invite à aller regarder le premier film que nous avons réalisé. Pour ceux qui ne savent pas encore, nous avons réalisé un film inspiré d'une histoire mystique réelle, dans le but de sensibiliser. Donc, s'il vous plaît, allez liker, commenter, partager. Parce que ce qu'on fait là-bas, c'est pour sensibiliser aussi. Mais en mode vidéo, en mode film. C'est très important. Donc, pour ceux qui ne savent pas encore, la chaîne, c'est DMG Production. Sur YouTube, cliquez seulement DMG Production. Et le titre du film, c'est « J'ai sacrifié ma fille ». Donc, voici le lien dans la description de YouTube ou alors ici, en haut du titre. Là. Cliquez là-bas, cliquez sur le lien, regardez la vidéo, likez, commentez, partagez, abonnez-vous régulièrement. Peut-être 3 ou 4 fois par mois, il y aura un nouveau film avec une histoire inspirée des faits réels. Likez, commentez, partagez, vous connaissez la sauce, c'est vous la force. Merci. Je retourne à mes crêpes. C'est quoi ça? Et les 1,50, les 1,60, les 1,70, 1,80, un pato. Vous allez voir les gars ici là, courts ici, les gars sont courts comme ça, courts de taille, mais même moi son compte bancaire, c'est long. Tu vas prendre un gars grand de taille physiquement, mais son compte bancaire là, c'est plus court que qui. Et aussi, si la fille là, si, par rapport à l'histoire, ça c'est mon analyse à moi, hein, par rapport à l'histoire, si il n'y avait pas déjà eu avance là d'argent là,
ça ne... Il n'y aurait pas eu de dégâts. Mais comme l'agent, le lien, il y a déjà un lien. On peut déjà... Oh, sinon, c'était une très bonne histoire. J'ai aimé. Ça avait comme message. Thank you very much, Lux Lady. Je vous entends Bonsoir. pas bien. Bonsoir. Ah, ok. Ok. Lucie, comment tu vas? Je vais raconter une histoire. Je vais aller rapidement. Je pense que c'est la deuxième fois que je monte. La semaine, non, oui, la semaine dernière, je pense, je suis montée. Bon, là, je vais raconter l'histoire de ma petite sœur assassinée il y a quelques années en arrière. Voilà. Donc, il se trouve que c'était à la veille de Noël. On était au réveillon de Noël. Et elle était sortie avec une de nos petites tatas que je vais appeler ici Fanny. Je vais appeler ici Fanny. Et ma petite soeur, je vais donner le nom de... Bon, je vais donner quel nom là? Francisca, par exemple. Et là, elles sont sorties, vraiment, elles avaient entre 14, entre 10, entre 12, 15 ans. Entre 12 et 15 ans à cette époque-là. Elles sont sorties, elles sont arrivées à une certaine heure. Et maman nous disait toujours que quand c'est Noël, pendant les fêtes, ne sortez pas. Je dis, ah maman, je t'embrouille, tu es rentrée, mais ici, il y avait des accidents. Elle dit, vous voyez, c'est tout ça là. Je vous dis de ne pas sortir. Pendant les fêtes comme ça là, il y a des choses qui se passent. Ne sortez pas, vous avez compris, oui. Et parmi les enfants, j'étais l'aînée. Donc, nous avions une chambre à l'extérieur. Nous sommes allés nous coucher. Et tout d'un coup, j'ai eu mal sur le côté gauche de mon ventre. Et il y a une autre petite soeur qui avait mal à la tête. Donc, quand Francisca est sortie de la chambre, nous n'avons pas su comment elle est sortie. Même les voisins n'ont pas vu Francisca. Jusqu'à 3 heures du matin. Et là, je fis un rêve dans lequel Francisca est en train de crier « Violez-moi, mais ne me tuez pas, violez-moi, ne me tuez pas ». Quand je me suis réveillée, Francisca n'était pas là, elle n'était pas dans la chambre. Le matin arrivé, je suis allée aux parents que Francisca n'est pas là. Tu as les écouteurs? Non, non, pas du tout. Ok, mais c'est mieux là maintenant. D'accord. Francisca n'est pas rentrée. Elle dit, comment ça Francisca? Les parents disent, comment ça Francisca n'est pas rentrée? Oui, elle n'est pas rentrée. Non, allez chercher Francisca. Allez la chercher. Donc, on a essayé de chercher un peu partout. On n'avait pas trouvé Francisca. Mais elle était où? Elle était avec qui? Les gens disaient que elle était avec Fanny à la veille. Mais on ne sait pas. Et là, nous étions au 25 décembre. J'espère que non avons tout dit. Comment? Et non, sont les vrais noms, c'est des vrais noms. Non, non, ce sont les noms d'emprunt. Ok. Voilà. Donc, nous avons appelé toute la famille et tout pour demander est-ce que Francisca était là-bas, est-ce que, donc non. C'était vraiment compliqué. Et là, il y a un des maisons qui est arrivé et qui dit non, si c'est toi, donc, si c'est toi, Dulcie, il faut nous dire. Si c'était toi, on allait comprendre que tu allais te balader parce que moi j'étais très chaude, j'étais vraiment comme un petit garçon. Et là, mon oncle voulait m'amener à la PJ, à la police judiciaire, donc pour aller me frapper, me faire frapper. Je dis que ce n'est pas moi, je ne sais même pas où elle est, vraiment je ne sais pas ce qui s'est passé. Et on l'a cherché avec des photos un peu partout, on a dit on l'a pas trouvé. Le lendemain, donc nous étions entre le 27 décembre, j'étais en train de faire la vaisselle. Il y a une voix qui est arrivée me dire repartez au PK6. Donc il y a des gens ici à Libreville qui connaissent le PK6. Je ne vais pas dire exactement l'endroit. Nous sommes allés avec les photos. Nous sommes arrivés à un endroit où vraiment, mais vraiment on ne pouvait pas imaginer que Francisca pouvait arriver là-bas. Et les messieurs qu'on avait trouvés nous avaient dit, bon, il y a une fille qu'on a trouvée ici dans les latrines. Elle avait les cheveux rasés, on a attaché ses bras et ses pieds. Donc, j'étais avec mon grand frère. Nous sommes arrivés à la maison, on a expliqué aux parents. Et là, ils sont allés dans les pompes funèbres.
C'était vraiment compliqué. Donc quand ils sont allés, quand les parents et les policiers sont allés là où on a assassiné la petite, ils ont fait un rituel. Ils ont mis des cercles avec de, je sais pas si c'est une poudre ou du sel, je sais pas. Ils ont fait des cercles, vraiment des cercles. Et il y avait des bougies, ils avaient aussi des bistouris. Ils ont coupé les tétons, ils ont enlevé une partie de la chair au niveau des côtes, ils ont enlevé en tout cas plusieurs parties. Les mots que tu utilises là, hein? Je vous prie de m'excuser. Ils ont enlevé certaines parties. C'est mieux de dire les parties du corps, c'est tout. Oui, ils ont enlevé certaines parties du corps. Et voilà, donc c'était vraiment compliqué. On a compris que c'était un crime rituel. C'était un crime rituel. Et le médecin légiste nous avait dit non, là vous ne pouvez même pas regarder le corps, ça, vous ne pouvez pas veiller avec, on va directement aller enterrer. Quand on a attrapé les bandits, on a dit mais qu'est-ce qui vous a pris? Donc ils analysaient déjà les gens, en fait on les avait, le commanditaire avait dit non, attrapez-moi n'importe qui, à cause de 300 000 francs. 300 000 francs, vraiment 300 000 francs. La personne avait pris ma petite soeur comme ça. Elle ne buvait pas, elle ne fumait pas, elle ne connaissait pas les hommes franciscains, ne connaissait rien de la vie. Rien de la vie, elle était à peine en 5e. Elle ne connaissait rien de la vie. Mais les parents disaient que là, il a frappé à la mauvaise porte. Parce qu'il faisait, quand il tue, quand il vole, il va en prison. Sa maman fait des fétiches pour le faire sortir de la prison. Les parents disaient, là, il a frappé à la mauvaise porte. Parce que de toute façon, on priait la DMJ. Même pleurer, on avait oublié qu'il fallait pleurer. On priait tous les jours. Tous les jours, on priait. Tous les jours, jusqu'à ce que l'assassin en prison criait « Elle me brûle, elle me brûle, elle me brûle, elle me brûle, elle me brûle !» Mais les autres regardent « Mais qui te brûle? Elle me brûle, elle me brûle, elle me brûle, elle me brûle, elle me brûle !» Mais qui te brûle? Mais on ne voit personne. Qui te brûle? Qui te brûle? Et là, on était content parce qu'on a dit que oui, tu ne dors pas. Tu ne dors pas. De là où tu es, il faut vraiment te venger. Il faut vraiment te venger. Et une autre fois, pendant qu'on priait, il y avait un monsieur qui travaille au pénitencier qui est venu nous dire, mais lui là, il commence à devenir fou parce que il crie non seulement elle me brûle, mais il mange les matières fécales maintenant en désordre. En désordre. Et sa maman, lorsque la maman de l'assassin, quand elle était arrivée chez nous, ma grand-mère l'avait juste regardé. Elle commençait à suffoquer. Juste le regard de ma grand-mère. Juste ce regard-là. Donc quand elle a regardé, la dame m'a dit que non. Toi, je ne peux même plus te toucher parce que si je te touche, nous tous, nous irons en prison. Donc, c'était pour dire aussi aux autres, à certaines personnes ici que quand ce sont les périodes de fête là, s'il vous plaît, restons à la maison. Fêtons en famille, restons à la maison. Tu as un rendez-vous quelque part. Tu sens que le cœur ne donne pas, mieux tu restes chez soi. Parce que c'est toujours pendant les fêtes là qu'il y a des choses bizarres qui se passent. Jusqu'aujourd'hui, on n'a pas connu le commanditaire. Donc voilà, merci beaucoup et bonne soirée. C'était ça mon histoire. Merci beaucoup pour l'histoire aussi. Merci à vous. Dans les commentaires. Dans les commentaires. Bon, l'histoire que je vais vous raconter ce soir, c'est une personne que je connais qui m'a raconté l'histoire. C'est la jumelle décédée de sa mère qui l'a aidé à retrouver sa mère. Je vais vous raconter comment ça s'est passé. En fait, la fille qui m'a raconté l'histoire, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été séparée de sa mère étant petite. Quand elle a été séparée de sa mère, son père, en fait, l'a volée. Je ne sais pas si vous connaissez le phénomène des enfants volés. Son père l'a volée parce que sa mère ne voulait plus la relation. Alors, il l'a éloigné. Il l'a emmené très loin de sa mère. Sa mère l'a cherché pendant longtemps. On ne la retrouvait pas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Elle, en grandissant, elle aussi, elle cherchait sa mère. Mais elle n'avait pas d'indice. Elle ne connaissait aucune personne qui pouvait connaître sa mère depuis qu'elle était petite. Parce que son père l'avait tellement menée loin. Et après un jour, en grandissant, elle fait la rencontre d'un monsieur.
Le monsieur s'est encore habillé. Mais je ne vais pas dire de quel corps. Il est encore habillé. Donc, quand elle se met avec le monsieur la battait copieusement. À chaque fois, il la frappait. À chaque fois, il la frappait. Mais c'est dans l'histoire de la frapper là. Hein. Elle est toujours restée avec le monsieur. Et jusqu'à elle est tombée enceinte de lui. Elle a fait 3 enfants avec lui. Alors que quand le monsieur décidait de la frapper là, elle se retrouvait toujours à l'hôpital. Ensuite, elle a commencé à parler avec sa voisine. Sa voisine lui a dit, ah, au lieu de rester dans la maison, ce que je vais te conseiller de faire, c'est d'aller trouver un petit boulot. Parce que le petit boulot peut t'aider quand même. Si demain ou après-demain, tu décides de quitter le monsieur qui te bat, tu pourras continuer à assurer la scolarité de tes enfants. Elle a accepté. Elle est allée dans un salon de coiffure. Elle dit qu'à l'époque où elle allait dans le salon de coiffure, elle était dans les 22 ans. Elle est allée travailler dans un salon de coiffure. Dans le salon de coiffure en question, tout le monde avait pitié d'elle. Parce que souvent quand elle vient, elle a l'œil gonflé. Souvent le pied est cassé. En tout cas, elle avait toujours un problème. Elle dit qu'elle a passé près de 6 ans dans ce salon de coiffure là. Elle dit qu'un matin, elle ne sait pas ce qui se passe. Elle remarque une dame en face du salon dans une grosse voiture. La dame a fait plus de 3 heures de temps dans la voiture. Ensuite, la dame descend la vitre et elle appelle la jeune fille. Elle dit à la jeune fille que, ah, ma fille, je suis là depuis en face, je suis en train d'observer votre salon. Est-ce que je peux venir me faire tresser? La jeune fille lui dit, oui, tu peux, oui, maman, vous pouvez venir. C'est comme ça que la dame dit à son chauffeur de tourner et de venir se garer devant le salon de la fille. Elle entre dans le salon de la fille. Elle dit que quand la dame est entrée, elle était un peu bizarre en fait. Une personne qui entre pour la première fois, et puis tout d'un coup tu as la chair de poule, les cheveux s'irrissent sur ta tête, en fait, tu sens qu'il y a un problème. Mais elle n'a pas voulu parler. Elle est venue et elle s'est mise sur le côté. Elle dit que si elle avait été vigilante dès le début, elle aurait remarqué le comportement de la dame. Elle dit que la dame s'est mise sur le côté où il y avait même le soleil. Hein. La dame lui a dit non, 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 moi j'aime pas rester où il y a beaucoup de gens. Moi je préfère me mettre sur le côté. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas me tresser dehors. Elle dit à la dame, mais il fait chaud. Et puis la manière dont vous êtes sorti d'une voiture luxueuse et tout, moi je veux pas vous mettre mal à l'aise. La dame dit non, non, non. Moi je n'aime pas être où il y a beaucoup de monde. Je préfère qu'on aille se tresser juste à côté. Elle dit que c'est dans ce côté-là qu'elle est allée tresser la dame. Elle a tressé la dame, tressé la dame. Quand la dame partait, la dame lui pose la question que, mais combien coûte ma coiffure? Elle dit à la dame, pour vous, ça sera 9 000. Elle retire 100 000 de sa poche, elle remet à la fille. C'est comme ça que la fille dit, non, moi je ne peux pas récupérer l'argent parce que vous devez donner l'argent à ma patronne. Et si après elle voudra elle-même me donner, elle va me donner. Donc la dame lui a remis les 100 000 et elle est partie. Un autre jour encore, elle dit que son mari l'avait, son copain, je vais dire ça comme ça parce que c'était pas son mari, l'avait copieusement frappé. Et elle a maintenant décidé de fuir de la maison. Quand elle décide de fuir de la maison, elle dit qu'elle sort avec ses enfants la nuit. Elle sort avec ses 3 enfants. Elle décide de courir. Elle dit que dans la ruelle qu'elle emprunte, elle voit toujours la même voiture de la dame garée. Quand elle voit la voiture de la dame garée, la dame l'appelle. La dame lui dit que, mais ma fille, j'espère que ça va. Elle dit oui, ça va. C'est comme ça qu'elle lui dit que, mais à te voir, ça ne va pas. Elle répond à la dame, oui, en fait, ça ne va pas. J'ai eu des problèmes, on m'a frappé et tout. La dame lui dit, monte dans ma voiture. Elle dit qu'elle était tellement désespérée. Elle est montée dans la voiture de la dame. La dame l'a emmenée avec elle. La dame l'a emmenée dans une grande maison. Elle dit que, mes choses bizarres, dans la grande maison là, il n'y avait rien qui pouvait refléter l'image d'une personne. C'est-à-dire les miroirs, tout, il y en avait pas. Les cadres photos, il y en avait pas. La maison, c'était juste une grande maison bien décorée. Tu sentais une personne qui vivait bien. Elle dit que quand elle arrive dans la maison, on l'avait tellement frappée ce jour-là que la dame lui dit, ok, c'est pas grave, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller te laver, tu vas prendre ton bain et tu vas aussi aller avec les enfants, vous allez dormir ici aujourd'hui et demain, on va trouver la solution. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle est partie, elle s'est lavée et tout. Elle dit que quand elle arrive comme ça, la dame lui dit, non, vous allez rester dans ma maison, mais il y a des règles à respecter. Je ne veux pas que vous allumiez le feu. Je ne veux pas qu'on allume des bougies ou le feu. Je ne veux pas des gens qui fument. Dans la maison, il y a un cuisinier et il y a une ménagère il y a la cuisine, le cuisinier et la ménagère qui feront tout pour vous.
Donc, je ne veux pas de feu, je ne veux pas de miroir et je ne veux pas des cartes photos, je ne veux rien. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Elle dit qu'elle est restée dans la maison de la dame pendant un bon moment. Elle dit qu'à un moment donné, elle se disait que peut-être que la dame là, elle fait le trafic d'enfants ou elle l'emmenait dans la maison, c'est après pour voler son enfant parce qu'elle avait 3 enfants. Elle dit qu'elle est restée dans la maison, Mais elle dit que la dame se comportait tellement bien avec elle. Elle dit qu'elle a fait 6 mois dans cette maison-là. Un jour, la dame se lève et la dame lui dit non, on doit parler. Elle dit oui, maman, je t'écoute. Elle dit, tu es venue dans ma maison, mais je ne te connais même pas, je ne connais pas ta famille, tu m'as jamais parlé de ta famille. Tu m'as parlé de la personne avec qui tu étais, qui te frappait copieusement. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs tu t'es retrouvée ici. Mais tu m'as jamais parlé de ta famille. C'est comme ça que la dame lui dit effectivement, j'ai grandi avec mon père, mais j'ai même finalement fui mon père parce que mon père s'était remarié. Et la femme avec qui s'est remariée me battait. Donc j'ai fui la maison de mon père pour aller rester chez cet homme-là qui me battait aussi. C'est comme ça que la dame lui pose la question que, et ta maman, tu sais pas où elle est? Elle dit non, je ne sais pas où elle est. La dame lui dit, et si je t'aide à retrouver ta mère? Si je t'aide à retrouver ta mère, est-ce que ça va t'arranger? Elle dit qu'elle a commencé à hésiter. Parce que c'est comme ça qu'elle a posé la question à la dame que, mais vous allez m'aider à retrouver ma mère. Moi-même en grandissant, avec le peu de moyens que j'avais, j'ai mené des enquêtes et tout. J'ai mené des enquêtes et tout, je n'ai pas pu la retrouver. Vous sortez d'où d'abord même pour me dire que vous allez m'aider à retrouver ma mère. Je ne vous ai même pas donné les informations sur moi. Elle lui dit non, ne t'inquiète pas, je vais t'aider à retrouver ta mère. Je connais des gens qui peuvent t'aider. Elle a dit ok, sans problème. Elle dit que 2 semaines plus tard, et ce que j'ai oublié de dire, c'est qu'elle est restée dans la maison de la dame. Elle a même proposé à la dame si elle pouvait l'aider en travaillant et tout. La dame a refusé. La dame s'occupait d'elle, de la scolarité de ses enfants. Et d'elle-même. Donc, elle n'avait pas de problème. Sur le plan financier, elle était très bien. Elle dit que c'est comme ça que 2 semaines plus tard, la dame vient la voir avec un numéro de téléphone. Ce que j'ai oublié de dire, c'était que la maman de la dame, là, elle était originaire d'un autre pays de l'Afrique centrale. Donc, je ne vais pas dire le nom. Elle était originaire d'un autre pays de l'Afrique centrale. Elle vivait là-bas, elle était mariée et elle est même une personne aisée parce que la dame est toujours vivante. La maman de la fille est toujours vivante. C'est une personne aisée. Je tiens à le dire. Elle dit que la dame vient 2 semaines plus tard lui remettre un numéro de téléphone avec une adresse. La dame lui dit, je vais te remettre de l'argent. Et elle dit que c'était pendant les vacances. La dame lui dit, comme nous sommes en période de vacances, les enfants ne vont plus à l'école, je vais te remettre de l'argent et tu vas prendre cette adresse. Tu vas aller à cette adresse-là et tu vas retrouver ta mère. Elle a dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais elle avait peur. Elle dit qu'elle fait un peu... Elle dit que l'idée qu'elle avait depuis le départ, que la dame pourrait faire du trafic d'enfants, est revenue dans sa tête. Mais elle s'est dit, puisque la dame ne m'a rien fait durant tous les mois que j'ai passé chez elle, je ne perds rien à aller voir ce qu'elle est en train de me dire. C'est là où ça commence. Elle dit que la dame a payé leur billet. La dame a payé leur billet, la dame a tout payé. Elle porte ses pieds et elle va dans ce pays-là. Elle arrive en ville. Et en ville, là, il y avait même déjà quelqu'un qui était mandaté de venir les récupérer, elle et ses enfants. Il l'emmène où elle devait rencontrer sa mère. Elle dit que quand elle est arrivée, elle a trouvé sa mère dans une grande résidence. Parce que quand elle est arrivée dans la localité, c'était une localité, sa mère vivait dans une localité. Elle dit que quand elle arrive dans la localité en question, sa mère avait beaucoup d'argent. C'est une femme très très populaire là-bas. Elle arrive. Bizarrement, quand elle arrive, tout le monde est content de son arrivée. Tout le monde est au courant qu'elle devait arriver. Elle se pose des questions que, mais moi j'étais là-bas, je souffrais. Je souffrais dans la misère, on me frappait à gauche, on me frappait à droite. Alors qu'ici, quand j'arrive, tout le monde est content de me voir, tout le monde m'embrasse, mes enfants et moi. Mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit que quand elle arrive, elle rencontre, la première personne qu'elle a rencontrée, c'était celle qui était tout le temps aux côtés de sa mère, parce que sa mère était au champ. Sa mère était au champ avec ses autres employés. Donc quand elle arrive, la dame lui dit, bonjour madame, on vous attendait. Comment vous allez les enfants? Elle dit, oh, et les enfants comment? Elle dit, oui, nous on était au courant depuis que vous alliez venir.
Elle dit, ah, ok, elle s'assoit. Elle dit que quand elle entre dans la maison comme ça là, elle voit les photos de la dame qui l'avait aidée partout accrochées sur les murs. Elle est étonnée. Elle dit que mais la dame là c'est qui? C'est comme ça que la ménagère lui dit que mais madame, la dame sur le mur là c'est notre patronne. C'est notre patronne, elle arrive. Venez vous installer avec les enfants, elle arrive. On avait fait un beau buffet, on l'attendait. Elle dit que quand elle est arrivée comme ça là, elle est allée avec ses enfants. Elle dit qu'elle avait peur, mais elle ne comprenait pas ce qui s'est passé. Quand sa mère est arrivée, sa mère l'a embrassée. C'est comme ça que elle pose la question à sa mère que mais madame, donc vous m'avez demandé de venir ici, c'est vous que j'allais trouver. Sa mère lui dit non, que reste tranquille, je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Un jour passe, 2 jours passent. Un jour, sa mère l'appelle. Sa mère lui dit, ma fille, je vais te raconter ce qui s'est passé quand tu étais petite. Elle dit qu'elle sortait avec le père de la jeune fille. À un moment donné, le père de la jeune fille a voulu la tuer. C'est la raison pour laquelle elle a fui et elle est retournée dans son pays. Elle dit qu'il y a quelques mois de cela, avant que la dame ne la rencontre là, sa jumelle est décédée. Et quand sa jumelle décède, il y avait des rituels qu'on devait faire. C'est-à-dire des rituels pour séparer les 2 jumelles. Et on avait appelé un marabout pour faire ces rituels-là. Et lors du rituel, le marabout lui a dit, si tu as des comptes à régler, avec une personne, bien si une personne t'a fait du mal, ou bien si tu veux retrouver quelque chose qui t'est cher, c'est le moment. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas implorer l'esprit de ta jumelle et tu vas demander à ta jumelle non seulement de te venger et de retrouver ce que tu as perdu dans ta vie. Et c'est comme ça qu'elle a demandé donc à l'esprit de sa jumelle d'aller récupérer sa fille et de la ramener. Elle a demandé donc à l'esprit de sa jumelle d'aller récupérer sa fille, de la ramener. Et c'est la raison pour laquelle sa fille est allée dans cette ville, sa jumelle est allée dans cette ville-là. Et elle a ramené sa fille comme elle a ramené. La fille n'arrivait pas à y croire. Ensuite, elle a posé des... Parce que tu ne connais pas une personne, la personne te raconte des histoires et tout. Elle a dit à la dame, non, est-ce que tu peux me montrer par exemple des photos de quand j'étais petite? La dame a dit, oui, il n'y a pas de problème. Elle a apporté l'album photo et effectivement, elle y figurait. Étant bien petite, elle était dans cet album-là. Et il y avait même sa sœur jumelle à l'intérieur. Ensuite, elle a dit, il faut encore qu'on fasse un rituel. Le rituel consistera à demander, à dire merci à la sœur jumelle parce que la sœur jumelle l'avait ramenée. Et elle a refusé. Elle dit que quand elle a refusé là, elle est tombée malade à un point, vous n'avez pas idée. Elle dit qu'elle faisait à chaque fois des songes où la sœur jumelle et sa mère venaient lui dire que mais... La sœur jumelle et sa mère venaient lui dire que mais pourquoi tu me demandes, pourquoi tu me dis pas merci? Est-ce que c'est pas de ma faute si tu as retrouvé ta mère? Est-ce que c'est pas de ma faute si tu as retrouvé ta mère? Jusqu'à ce qu'elle accepte enfin de lui dire merci. Et c'est comme ça que plus jamais elle n'a vu l'esprit de sa mère, l'esprit de la sœur de sa mère quelque part. Et en fait, ce qui a attiré mon attention dans cette histoire-là, c'est que beaucoup de personnes ne croient pas au pouvoir des jumelles. Parce qu'en fait, on était en train de raconter, on était juste en train de parler des histoires des jumelles et tout. C'est dans ce sens, en fait, qu'elle m'a raconté l'histoire. Et elle m'a dit que dans leur tradition, c'est très important lorsque, par exemple, une femme a des enfants jumeaux. C'est très important lorsqu'elle perd l'un des jumeaux de faire un rituel. Parce que ce rituel-là permet non seulement de dire au revoir à l'autre, mais de faire en sorte que l'autre enfant jumeau-là se sente bien sur terre. Donc, c'est un peu dans ce sens-là. Bon, c'est vrai que j'ai été longue, hein, mais c'est pas grave. Bonne soirée. À la prochaine.